Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, le fonds de commerce est un actif singulier. Il ne se résume ni au local, ni au stock, ni au matériel. Il tient aussi à une clientèle, une enseigne, une réputation, une adresse, parfois même une histoire. C'est ce qui fait d'une activité qu'elle existe au-delà de ses murs. Au Maroc, le fonds de commerce soulève des questions très concrètes. Comment l'évaluer? Comment le céder? Comment le comptabiliser? À quelles conditions peut-on le donner en gérance libre? Quelles formalités respecter? Gérer les risques également en cas de négligence. Il y a aussi des moments sensibles, l'indemnité d'éviction, la résiliation avant terme, les dettes, les créanciers, les responsabilités fiscales et sociales. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Et nous restons bien entendu ouverts à vos questions si vous en avez. C'est toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Moussa Jlouli, qui est expert au pluriel, mais la qualité qui nous intéresse ce matin, c'est expert en fonds de commerce, expert judiciaire également qui traite de ces dossiers-là. Alors, on a essayé de définir dans de précédentes émissions comment on conçoit effectivement juridiquement cette notion-là de fonds de commerce. Alors, ce sont simplement les commerces qu'on voit dans nos villes. Moussa Jlouli, ce sont parfois des restaurants, parfois des magasins de vente, des commerces en tout genre. Mais la question le point d'interrogation principal, c'est comment les évaluer? Comment faire l'évaluation fidèle, honnête et pour le coup, en matière judiciaire, précise de ces fonds de Et commerce? objective. Absolument. Alors, bonjour Badr, bonjour chers auditeurs. Bon, c'est un sujet franchement, qui me tient à cœur parce que un fonds de commerce, d'abord, avant de l'évaluer, il faut le créer. Et pour le créer, donc, il faut quand même être entrepreneur, soit dans les services, soit dans l'industrie, soit dans le commerce. Et qui dit entrepreneur, ça veut dire prendre des risques aussi. Prendre des risques, ça passe ou ça casse. Parfois, on a des startups qui se lancent dans des créneaux, mais pour une raison X ou Y, parce qu'on ne sait pas attendre, parce qu'on est trop pressé, parce que l'étude n'est pas très bien faite, parce qu'on n'arrive pas à lever les fonds des banques, etc., en tant que débutant, etc. Donc, mais très souvent, avec un business plan, une étude, avec une petite expérience, donc on peut se lancer dans la création d'un fonds de commerce dans tous les secteurs d'activité. Oui. Alors, on est propriétaire d'un fonds de commerce lorsqu'on est entrepreneur, mais lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a une adresse, Moussa Jlouli. Pas Beaucoup une adresse. au-delà d'une adresse, Oui. Parce que une beaucoup adresse sont fiscale surtout. Bah, évidemment, mais des fois l'adresse fiscale en tant qu'auto-entrepreneur, c'est peut-être simplement l'adresse de résidence. Mais un fonds de commerce, c'est effectivement un lieu où on identifie une activité, une personne qui l'exerce et effectivement cette qualité d'entrepreneur. Voilà, donc C'est les trois aspects quand on parle de et fonds de d'autres. commerce, ça veut dire qu'on parle des éléments corporels et des éléments incorporels. Oui. Ça veut dire que quand on ouvre une boutique, un restaurant, une boutique de bonneterie, d'habillement, que sais-je, et donc il y a un courant de clientèle qui se crée. Il y a le premier client qui rentre dans l'affaire. Il y a une adresse, comme tu viens de le souligner. Donc il y a un achalandage, il y a les passages, et donc les clients de passage, ce qu'on appelle les clients potentiels de l'affaire. Donc à force de passer devant le business, donc on est attiré soit par les couleurs, soit par le produit, soit par une enseigne, soit par une marque. Et donc pour satisfaire un besoin Oui. apparent. Effectivement, pour fournir Voilà. des services ou mettre en vente des biens. Mais Voilà. beaucoup de questions se posent pour identifier ce fonds de commerce. On se dit, est-ce qu'une agence publicitaire est un fonds de commerce? Est-ce qu'une école est un fonds de commerce? On pense, quand on parle de fonds de commerce, essentiellement, par exemple, à des magasins de vente de prêt-à-porter, de restaurants, de restauration, et ainsi de suite. Mais ce type d'entreprise qui ont une adresse et quelquefois un affichage extérieur, est-ce que c'est considéré comme un fonds de commerce, Moussa Jlouli? Écoute, Badr, pour moi, toute entreprise, pour ne pas dire société. Donc, entreprise, ça englobe, c'est une connotation économique, donc qui englobe l'entreprise individuelle et la forme sociétaire. Mhm. Et donc, toute entreprise qui entreprend une activité pendant
minimum 2 ans, il y a formation des fonds de commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 2 années, et ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, c'est le code de commerce, donc les 2 ans se sont écoulés, nous avons, si nous sommes locataires d'un local, donc nous avons ce qu'on appelle création d'un droit au bail. Et donc ce droit de bail, c'est un élément très important du fonds de commerce. Ajoutez à cela la notion de clientèle. Après viendra l'achalandage. C'est l'endroit géographique où s'est situé le fonds de commerce. Sachant pertinemment qu'avec le temps, les clients ne viennent que rarement dans les commerces. Avec le e-commerce, Oui, avec la numérisation, avec la digitalisation, avec la livraison bon, à domicile. on fait Oui. ce qu'on appelle des contrats entre absents. La vente à distance. Donc, on commercialise un produit ou un service à des personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais reçues dans la boutique. Et donc, c'est un commerce qui est connu en tant que tel. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce genre de situation parce que quand le bailleur donc, est victime d'une procédure d'éviction, enfin, le locataire est victime d'une procédure d'éviction pour une raison quelconque, donc le propriétaire des murs ne comprend pas pourquoi l'indemnité est très élevée, alors qu'il n'a jamais vu personne rentrer dans la boutique. Oui, Personne, mais bah, vraiment ça, personne. c'est très... Parce que effectivement, ça, c'est un changement C'est par rapport... abstrait. Oui, non, c'est... Ce Oui, n'est pas palpable. oui. Et donc, nous, pour revenir à l'expertise judiciaire, quand on est désigné par le tribunal de commerce pour évaluer, pour calculer l'indemnité d'éviction, bon, on se base sur des paramètres quand même chiffrables, sur le bénéfice, sur le chiffre d'affaires, sur le cash flow, sur un certain nombre de paramètres qui figurent dans le bilan. Oui. Et donc, nous faisons un travail objectif basé sur les déclarations. Maintenant, s'il fait de la sous-déclaration, c'est son problème. S'il est transparent, c'est encore mieux pour lui. S'il gonfle, il ne peut pas le faire. Bon, j'ai jamais vu quelqu'un gonfler un chiffre d'affaires pour le Payer plus gonfler. d'impôts. Pour le gonfler. Alors, Oui. très souvent, les gens minimisent le chiffre Certains, d'affaires. disons, maquillent d'une certaine manière lorsqu'ils sont dans l'optique de vendre. Ça existe, Moussa Jolodi. C'est pénal, ça. Oui, parce qu'on induit en erreur un acheteur potentiel. Bon, jadis, on parlait de bilan pour les banques, bilan pour le fisc, bilan pour les Oui. associés, etc. Non, Oui. maintenant, ça ne se fait plus. Donc, on a un seul bilan, tout est digitalisé, tout le monde a un droit de regard. L'OMPIC est un office qui est transparent. On dépose chaque fin de juin, et c'est la période actuellement, un procès verbal d'Assemblée générale d'affectation des résultats, plus le bilan de l'année -1. Oui, mais si on est dans l'optique de vendre, même si on dépose un seul bilan, bon, il y en a qui essaient de maquiller la mariée. Oui, toujours il y a moyen de maquiller, mais on peut pas gagner sur tous les tableaux. Absolument. On ne peut pas Ça. gagner. Donc, payer moins d'impôts et vendre au plus cher, parce que, sauf s'il s'agit d'une vente aux enchères, une vente forcée. Et là, c'est autre chose. Mais dans un marché, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Et puis maintenant, rares sont les gens qui sont un petit peu novices dans l'acquisition, dans les transactions de fonds de commerce. Oui. Mais la moindre des choses, c'est de s'adresser à un spécialiste des fonds de commerce pour faire une évaluation basée sur quelque chose de factuel pour prendre une décision. Oui. Est-ce qu'on peut acheter faire ou ne pas acheter. une évaluation quand on est dans l'optique d'acheter, on est intéressé à faire une évaluation objective. Quand effectivement il y a un conflit entre le propriétaire des murs et l'entrepreneur qui a créé ce fonds de commerce, à ce moment-là, l'évaluation se fait au niveau judiciaire. Ce sont deux cas de figure différents. Tout à Ça, fait. je le dis. Bon, il y a la vente de gré à gré, la vente directe, c'est une négociation. Et on affiche dans une annonce comme quoi le fonds de commerce qui se trouve, etc., à vendre. Et puis, donc, il y a des acheteurs potentiels qui se présentent. Et puis, c'est une négociation. Et ça, c'est le marché qui le décide, c'est le prix du marché. Alors maintenant,
ce que fait la justice n'est pas une vente, c'est une indemnité. Donc on calcule une indemnité. On n'est pas dans la posture de vendre parce que le propriétaire du fonds de commerce n'est pas vendeur de son fonds de commerce. Donc il sera évacué par le propriétaire des murs parce que ce dernier souhaite récupérer ces murs pour en faire autre chose. Auquel cas, donc la loi 49/16 prévoit toute personne a la possibilité de récupérer ses murs, mais à la seule condition d'indemniser le propriétaire du fonds de commerce Oui. ou voilà, le propriétaire du fonds de commerce. Maintenant, la justice est là pour trancher. S'ils arrivent à trouver une solution amiable pour sortir le plus tôt possible et indemniser d'une façon équitable le propriétaire du fonds de commerce, ok. Sinon, c'est la justice qui tranche. Et la justice ne peut trancher qu'au vu d'un rapport d'expertise donc élaboré par un spécialiste qu'on appelle l'homme de l'art, un spécialiste dans les fonds de commerce. Non, j'entends bien, Moussa Julia. Bon, mais si on dans le détail, que je reviens à ma première question, alors elle concerne l'évaluation du fonds de commerce. Alors on va prendre en considération 4 éléments, dont l'aspect effectivement déclaration fiscale, Moussa Jlouli. Donc, sur quelle base on va prendre en considération la clientèle, le chiffre d'affaires et ainsi de suite. Mais quels sont les éléments les plus importants dans cette évaluation? C'est-à-dire quand on essaie de déterminer la valeur de l'indemnité, quel est l'élément qui fait que la proportion de l'indemnité est plus importante lorsque un des éléments évalués est important? Moussa Jlouli. Ça dépend des secteurs d'activité. Est-ce qu'on est dans les services? Est-ce qu'on est dans l'industrie? Est-ce qu'on est dans le commerce des biens? Et la situation change. Par exemple, vous avez une activité de service. Je tire un exemple de service. Quelqu'un de conseil juridique, par exemple. Un cabinet de conseil juridique. Donc, c'est un business, c'est un fonds de commerce. Et donc, il donne conseil à ses clients pour prendre des décisions, etc. Et donc, il y a beaucoup de matières grises. Il n'y a pas de stock. On ne peut pas stocker des conseils. Et donc, par conséquent, on a un chiffre d'affaires, mais on a peu de charges. Mais il faut en avoir dans sa goguette. Enfin, voilà. Faut que ce soit... oui. Voilà. Voilà. Donc, c'est immatériel. Donc, le capital, le seul capital dans cette affaire, c'est l'homme clé ou les hommes clés qui donnent des conseils fiscaux, conseils juridiques, conseils financiers, conseils comptables, d'organisation, de comptabilité, etc. etc. Et donc, nous avons des sociétés comme ça qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui, malgré les salaires, malgré les primes, etc., donc le chiffre d'affaires est très important et donc ils ont un bénéfice très important. Oui. Ils ont un bénéfice très important parce que l'investissement est réduit à néant pratiquement. Il y a des bureaux. Oui, l'investissement, c'est les années d'expérience ou d'études. Voilà, exactement. Ce sont les hommes et les femmes. Donc c'est du temps. C'est du temps, c'est des journées hommes, c'est de la matière grise. Et ben c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Et donc, dans les services, dans l'industrie, la logique est autre. Oui. Dans l'industrie, c'est lourd. Oui, mais dans les services, alors qu'est-ce qu'on va prendre en considération? Comment on va procéder à l'évaluation? Qu'est-ce qui va être important? Alors, vous avez le premier indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Vous avez un chiffre d'affaires, il est ce qu'il est. Vous avez, je prends un exemple, 10 millions de dirhams, une moyenne de 10 millions de dirhams sur les 3 années. Allez, de chiffre d'affaires. Et vous avez des bénéfices de 5 millions de dirhams. Ça, c'est un paramètre. Donc, ça veut dire que les bénéfices représentent 50% du chiffre d'affaires. Ce qui n'existe pas dans les commerces. Vous avez des marges de 5 à 10% dans les commerces. Dans les restaurants, ça va jusqu'au 20%. Et là, je parle de net, après déduction des impôts sur les sociétés ou l'IR s'il s'agit d'une personne physique. Alors, vous avez donc le chiffre d'affaires, vous avez le bénéfice et vous avez le droit au bail. Oui, oui, ça c'est un paramètre important. Donc, plus c'est ancien, plus ça a de la valeur. On a loué une période longue, oui. Et plus le droit au bail est très important. Parce que avec l'inflation, donc les loyers, les augmentations triennales de 10%, oui. donc ils sont dépassés largement par l'inflation.
Et donc, un loyer de, je ne sais pas, de 5 000 dirhams il y a 20 ans, aujourd'hui, il fait 50 000 dirhams. Par contre, vous Non, mais continuez, là, c'est x10, hein. voilà. Oui. Et là, Et vous continuez à payer 5 000, oui. et donc, c'est un élément clé de l'évaluation d'un fonds de commerce, donc le droit au bail. Mhm. Maintenant, si vous avez une enseigne, une marque, si vous avez un brevet, si vous avez un dessin au modèle industriel qui est rattaché au commerce, si vous avez une enseigne donc, qui fait que cette enseigne attire de la clientèle ou elle a une notoriété au niveau national et international, ou c'est une marque réputée. Donc, mine de rien, vous avez d'éléments immatériels et incorporels qui sont très compliqués à chiffrer. Et donc, nous avons quand même des modalités de calcul très pointues. Nous avons un certain nombre de guides qui font qu'il faut rester objectif au moment de l'évaluation. Maintenant, l'évaluation, comme tu viens de le souligner, dépend. Est-ce qu'on évalue pour connaître la valeur? Bon, chef d'entreprise, il veut savoir La valeur de la son... valeur de son affaire. Peut-être qu'il a envie de à la céder. vente, oui. Oui, Oui. envie de céder. Peut-être qu'il a envie de prendre cette évaluation faite par un expert et donc il la ramène à un banquier pour lever des fonds, pour prendre un crédit. Parce que c'est un bien Un meuble. nantissement. Oui, pour nantir le fonds de Pour commerce. nantir le fonds de commerce et lever des fonds. Oui. Voilà, et Oui. lever des fonds. Peut-être qu'il veut faire rentrer un associé. Parce qu'en créant le fonds de commerce, il vaut zéro. Mais après 20 ans, il vaut de l'argent. Maintenant, tout le monde ne sait pas la valeur de son... Oui, donc Alors, si un associé entre avec 30% du capital, c'est en fonction s'il aussi de veut céder l'évaluation une qui en est partie- faite. Voilà, s'il veut céder une partie ou la totalité, il faut qu'il sache à quoi s'en tenir. D'accord? Donc, s'il veut donner à son fils, s'il veut en faire, je ne sais pas, une transaction, s'il veut apporter le fonds de commerce à une autre société, donc il peut faire l'objet d'un apport, donc il faut l'évaluer par un, Oui. par un Donc expert. ça, c'est l'évaluation du fonds de commerce pour connaître sa valeur. Et puis l'évaluation pour déterminer l'indemnité. Alors la nuance. Ça, c'est autre chose. Oui, oui, mais effectivement, Ça, c'est autre l'indemnité, c'est chose. au niveau judiciaire. On évalue l'indemnité, on n'évalue pas la valeur. Parce Oui. que l'indemnité est nettement inférieure à la valeur marchande. Parce que, C'est-à-dire, s'il faut donner une proportion. c'est-à-dire, si la valeur marchande Oui. d'un fonds de commerce vaut 1 million de dirhams, l'indemnité doit tourner autour de 600, 500 000 dirhams. Pourquoi? Parce que dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, on ne tient pas compte des stocks marchandises, par exemple, parce qu'elle est transférable. Donc le gars qui va quitter un jour ou l'autre, il Oui. va quitter avec la marchandise. Oui, et si ce sont des salariés qui sont des hommes clés dans l'entreprise, par exemple dans le conseil, il Voilà, leur suffit de déménager exactement. Et donc là, dans d'autres locaux. Donc voilà, il n'y aura pas de perte sèche. voilà, et même donc la perte de clientèle n'est pas énorme. Parce qu'il suffit de faire circuler l'information par Internet ou par tout moyen à notre possession pour dire que le siège a été transféré là où... nous, voilà. il y aura un transfert et on va faire circuler l'information en l'écoutant surtout, puisque Nadalam nous a rejoint, Moussa Jlouli, on va l'écouter pour le flash d'information. On a décalé la respiration musicale, on va en profiter durant la suite de notre émission des experts, mais je me dois quelques rappels. Ceux qui ont des avis ou des questions à faire entendre, nous resterons à l'écoute au 05 22 information 95 36 70 ou 80. Nous sommes ce matin avec notre invité Moussa Jlouli. Nous nous intéressons tout spécifiquement au fonds de commerce. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais nous en étions à la question de l'évaluation de ces fonds de commerce, qui est parfois une nécessité dans le cadre effectivement des procédures judiciaires. Lorsque le propriétaire des murs souhaite récupérer son bien. Et des fois, il y a des motifs qui sont variables. Avant de déterminer cette indemnité, on a parfois des velléités, tout simplement, de récupérer ces murs pour louer la valeur actuelle. Mais on ne prend pas en considération parfois la valeur considérable de l'indemnité qu'il s'agit de verser à celui qui a créé ce fonds de commerce. C'est ça, c'est dommage, parce que la valeur n'est pas l'indemnité. Et la valeur est nettement supérieure à l'indemnisation, parce que ça reste le système d'indemnisation, il est basé sur une récompense
je dirais, objective, calculée par un expert, validée par un juge commercial, dans un sens d'équité. Mais ça ne récompense jamais le préjudice subi par un commerçant qui a des salariés, qui a des clients, qui a des enjeux, qui a une autorité sur le marché, etc. etc. Ceci étant, il ne faut pas se leurrer, il faut faire très attention. Parfois, il n'y a pas d'indemnité. Parfois, quand il s'agit d'un contrat de bail bien rédigé et que le propriétaire des fonds de commerce s'amuse à changer l'objet, l'activité, ou il ne paie pas ses loyers, hein, c'est un cas très récurrent. Il y a des personnes qui ont des difficultés, ou ils reportent les échéances de 2 mois, 3 mois pour des retards de paiement. Et donc, à partir du 3e mois, le propriétaire des murs envoie une notification au propriétaire du fonds de commerce pour lui dire: vous avez accusé 3 mois de retard. Donc, après 15 jours de notification, donc le propriétaire des murs se trouve dans l'obligation de saisir la justice commerciale pour demander l'éviction des propriétaires des fonds de commerce sans indemnité. Oui, ça c'est un cas, effectivement, il n'y a pas d'indemnité à payer. Donc Voilà, on peut il faut faire, récupérer les murs si la personne est négligente dans le paiement c'est normal. Donc, des loyers. exactement. Donc, il y a activité, en contrepartie, il y a paiement régulier des loyers. À défaut, vous vous exposez à une éviction sans indemnisation. Deuxième cas, c'est quand vous changez je dirais, d'activité. Alors, je vous ai loué pour un restaurant, et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, donc le restaurant, vous estimez que c'est pas l'endroit qu'il faut, et puis vous vous amusez vous avez fait venir une franchise de, je ne sais pas, de vêtements, et vous avez fait des travaux. Alors que moi, dans mon esprit, donc je vous ai loué ce local pour y exercer une activité de restauration, parce que j'ai des raisons derrière. Parce que j'ai un immeuble, et donc ça valorise mon immeuble parce qu'il y a des bureaux, etc., etc. Et donc je raisonne global. Maintenant, si vous changez, oui. oui, si vous changez sans me prévenir ou sans mon consentement, c'est un motif d'éviction sans indemnisation. Bien entendu, il y a un préavis. Donc je vous notifie comme quoi il y a un non-respect des clauses contractuelles de l'activité. Et donc, si vous ne remédiez pas à cette situation, je me trouve devant une situation de vous faire partir sans indemnisation. Il y en a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Et quels sont les motifs qui font que la personne peut ne pas avoir droit à cette indemnisation dans le cas où le propriétaire des murs souhaite récupérer son bien, Moussa Jloli? On a évoqué 2 motifs. 2 motifs. Le non-paiement et puis le fait de changer la nature de l'activité qu'on entreprend en tant que propriétaire de fonds de commerce. Exact. Bon, il y a un 3e motif très récurrent, c'est Démolition. introduire des changements dans la structure, hein, de l'immeuble. C'est-à-dire, je sais pas, vous éliminez un pilier, par exemple, pour agrandir l'espace, hein, pour le rendre généreux, alors que vous portez préjudice à la sécurité de l'immeuble, hein. Et donc, je fais constater tout cela par un spécialiste, et j'entame une action devant la justice commerciale pour vous faire partir sans indemnisation. Donc ce sont les 3 seuls. Pratiquement les 3. Bon, maintenant, il y a quelques cas très, très isolés. Ce sont les immeubles menacés et ruines. Oui, bah ça c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine, parce que Oui, en ce moment, il y a beaucoup de démolitions. oui, bah Il n'y effectivement. a que Donc ça, d'ailleurs. maintenant il y a beaucoup de démolitions, et donc par nécessité, on se dit, c'est une aubaine parfois pour le propriétaire des murs. On se dit, on peut récupérer son bien pour peu que, si l'immeuble est démoli, on reconstruit. Lorsqu'on reconstruit et qu'on repropose à la location un local, disons, situé au même endroit, eh bien, c'est un local qui est loué à la valeur actuelle et non pas à la valeur
locative, des fois, d'il y a 50 ans. Et donc, la différence, parfois, le gap, il est considérable, Moussa Jloli. Oui, mais l'expérience a montré dans ce genre de situation, bon, ce sont les promoteurs immobiliers qui achètent Ah, des vieilles constructions. Et donc, ils se débrouillent une autorisation de démolition, et après une autorisation de construire, et puis une autorisation d'habiter, etc. ah, Et entre-temps, donc, il obtient une décision judiciaire qui fait que le propriétaire d'un fonds de commerce, au rez-de-chaussée par exemple, il a droit à 3 années de loyer, hein. Donc, il n'y a pas d'indemnisation. Mais avant, donc le tribunal est prudent. Donc, il diligente, il ordonne oui. une expertise. Si jamais le propriétaire du fonds de commerce n'est pas de retour pour une raison X ou Y, il a droit à cette indemnisation. C'est-à-dire 3 années de ce qu'il paye. C'est-à-dire l'attente. Il y a Ah, l'indemnisation d'attente, oui, il y a une indemnisation potentielle ou je dirais prévisionnelle en cas d'éviction, en d'accord. cas de non-retour pour une raison quelconque. Parce que par la suite, le promoteur immobilier dit bah, écoutez, Je moi, n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de local. d'un D'un local. Oui. cordonnier dans l'immeuble, par exemple. Et donc, il est de son droit de ne pas exercer ce droit de le faire revenir, mais en contrepartie, il doit l'indemniser selon l'expertise qui a été faite. Oui, mais l'indemnisation, elle est équivalente à l'indemnité qui est Ah oui, 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 déterminée de façon tout à fait. habituelle. Ah, tout à D'accord. fait. Mais parfois, effectivement, il s'est trouvé, bon, dans un exemple qui était cité il y a de cela quelques années dans notre émission, non, je me suis rappelé une pharmacie dans un quartier de Casablanca. Bon, l'immeuble a été démoli. Le pharmacien souhaitait simplement exercer son activité au même endroit, mais il s'est trouvé que bah, le loyer qu'il devait payer était, je crois, 8 fois supérieur à celui Tout qu'il à payait fait. précédemment. Moussa Jloli. Tout à fait. Donc, au moment c'est-à-dire que le propriétaire, le commerçant se trouve dehors, donc il va faire ce qu'il a à faire pendant les 3 ans, et 3 ans après, il a droit à une indemnisation. Si jamais le terrain n'est pas construit, donc il peut tenter une action pour se faire indemniser. Maintenant, si le terrain est construit, donc il y a une construction, le promoteur immobilier ou le propriétaire des murs a l'obligation de lui faire une notification pour lui dire, bah, écoutez, le local est prêt, mais attention, le loyer n'est plus 50 dirhams. Et il est 15 000 dirhams, parfois. Voilà, il est de 15 000, 30 000, 40 000 dirhams. Et la superficie n'est plus la même. Donc vous avez occupé tout le rez-de-chaussée de 200 mètres carrés. Maintenant, vous n'avez que 5 mètres carrés ou 10 mètres carrés. Ça dépend. Et puis, on a vu des arguments avancés parce que l'architecte, parce que le schéma directeur de la ville donc, a estimé que ce boulevard est affecté au petit commerce. Et donc, il fait un plan selon lequel, au lieu d'avoir un seul local au rez-de-chaussée, il a Non, plusieurs locaux. Oui. Plusieurs locaux, et par conséquent, vous avez des superficies qui ne sont pas les mêmes. Et donc, vous avez une superficie inférieure à ce que vous avez au départ, avec un loyer qui fait, je ne sais pas, 1000 fois La valeur. Oui. Et donc, il y a un conflit. Il y a un conflit, et parfois, il y a des promoteurs immobiliers qui demandent une avance, hein, ce qu'on appelle sarout ou un droit Oui, mais ouai. encore à nouveau. Si vous voulez revenir, donc c'est 1 million de dirhams Donc ça, ce sont des affaires qui aboutissent nécessairement au Oui, tribunal, parce que ouais, bon, ça c'est c'est une autre façon si de dire non. mais non, mais si on met le couteau sous la gorge à un individu, bah, son réflexe naturel, c'est de se défendre. Et en l'occurrence, de se défendre de façon judiciaire. Voilà. Et donc la réponse, elle se trouve devant la justice. Encore une fois, on se trouve devant le juge commercial, au niveau Oui. du tribunal de commerce, pour faire quoi? Pour désigner un autre expert pour arrêter ou proposer au tribunal de commerce un loyer qui tient compte de l'ancienneté et qui tient compte de l'actualisation. Ah, donc ça, c'est possible. Ah oui. Ah, ça, c'est possible. C'est une procédure. D'accord, c'est aussi une procédure qui n'est pas une procédure pour réclamer une indemnité. Ça, c'est encore autre chose. Pour revenir. Pour revenir. Pour revenir. Et donc l'expert, une fois
il fait son travail, il se déplace, donc il prend un petit peu les côtes du nouveau local. Est-ce qu'il a une hauteur? Est-ce qu'il a Oui, il faut comparer avec l'ancien, toujours. Oui, parce que l'ancien, il y a une expertise déjà qui était faite. Donc, il reprend l'ancien rapport et puis il y a un schéma, il y a un certain nombre de choses, il y a des photos, etc. Et donc, il fait son travail d'investigation dans le quartier où se trouve le local et puis il propose au tribunal un loyer, je dirais, défini d'une façon objective. En maintenant, C'est-à-dire défini d'une façon objective. Parce que là, c'est-à-dire la gymnastique, c'est-à-dire il faut tenir compte des 50 dirhams de l'ancien loyer et il faut tenir compte des loyers dans la région, dans le quartier. Le quartier, peut-être, quand il vient de dire, c'est 15 000 dirhams. Alors, le gars, il ne peut pas louer à 15 000 dirhams, c'est hors budget, oui. Oui, parce que le fait qu'il Ouais. loue depuis 50 ans, ça augmente la valeur de son fonds de commerce. Donc Oui. il a encore d'autant plus intérêt à vouloir Mais, revenir. mais il faut quand même réfléchir à la place, se mettre à la place des promoteurs immobiliers, comment il a investi de l'argent. Hein? Avant, il n'y avait pas de marbre. Aujourd'hui, il y a du marbre. Oui, Avant, il y avait mais peut-être avant, c'était une 500 porte. mètres carrés et après, Oui. c'est 50 mètres carrés. Donc, Oui, il fait de l'optimisation parce qu'il doit oui. gagner de l'argent. C'est une activité commerciale et donc il est là pour gagner des sous. D'accord? Et donc, l'un dans l'autre, l'expert, il est entre le feu et l'enclume. Oui, oui, Il mais est à ce vraiment moment-là, gêné. quelle que soit la situation, on va, entre guillemets, causer une forme d'insatisfaction à l'un ou l'autre. Voilà. Donc, Et quel oui, que soit le loyer oui. proposé par l'expert, les deux ne sont pas contents. Oui, ça c'est absolument Ah, nécessaire. Oui, oui, mais comment on fait pour trouver une cote mal taillée entre les deux? Moussa, je le lis pas. L'exemple c'est le secret de du entre métier, ça. 50, oui, oui, mais, C'est le secret. oui, le secret du mien, c'est de poser les bonnes questions. Hein. Oui. Ça, je le lis. Non, bien sûr, bon, le tribunal est très vigilant. Donc, il donne des directives à l'expert Mhm. de tenir compte de l'ancien loyer et de ne pas négliger les cours du jour. Et donc, entre les deux, donc vous faites un travail de gymnastique. Oui, Vous 15 faites 000 plus 50 divisé par 2. ce n'est pas si simple que cela. Oui. Ce n'est pas Je si- proposais une formule qui Ce n'est vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Oui. Est-ce que le local, il fait quoi? Est-ce qu'il est, je ne sais pas, noyé dans la C'est la masse? moitié du chemin pour chacun. Parce que, Voilà. Donc, on argumente. Et puis, c'est une situation très compliquée oui, pour l'expert. qui ne doit Bon. pas donner son adresse personnelle. Parce que Ah non. ça, je le lis. Mais oui. Et donc Oui. on fait des malheureux, on fait des... Bon, le promoteur n'est pas content parce que, quand même, pour des loyers dans le quartier qui font 15 000 dirhams, bon, on propose 7 500 ou 8 000 dirhams. Le gars qui payait 50 dirhams, il se retrouve avec 8 000 dirhams. Parfois, il te montre des documents, il ne gagne même pas 8 cet 000 argent. dirhams Oui, alors oui, qu'il oui. doit payer, etc. Et donc, le conflit perdure et le tribunal n'a pas d'autre choix que de trancher sur la base d'une première expertise, parfois d'une deuxième Et expertise, parfois d'une parfois troisième. Oui. 3 experts s'il s'agit d'un business ou d'un commerce ou d'une industrie. Hein. Donc, d'où la difficulté d'un métier du juge et le métier de l'expert, parce que on n'arrive pas à satisfaire ni une partie ni les deux parfois. Oui, et parfois c'est disons le seul chemin possible, ou peut-être ouais, c'est peut-être la seule solution dans ce type de cas de figure. Bon, on a parlé longuement de l'indemnisation. Bon, il y a effectivement également d'autres aspects que nous allons traiter tout au long de l'émission. Il y a la question de la gérance libre, Moussa Jlouli. Et puis il y a parfois, juste un instant encore sur l'indemnisation, qui est à déterminer par l'expertise et au final par le juge, parce que le juge reçoit ses documents et il va déterminer le montant en fonction aussi de son regard. Mais il y a peut-être des cas plus difficiles que d'autres, Moussa Jlouli. Il y a effectivement des sociétés qui ont des filiales, il y a des sociétés dont l'activité peut-être de nature a nécessité davantage de travail d'expertise. Oui. Bon, écoutez, le travail d'expert, c'est un travail quand même très, je dirais, il y a beaucoup d'investigations, hein, très pointues. Ça relève de la technique, c'est vrai, mais ça relève de l'art aussi également. Pourquoi? Parce que imaginez une entreprise qui a un siège à Al-Ma'arif. Nous sommes à Casablanca. Al-Ma'arif, c'est une zone très réputée pour
recevoir des commerces et que dans le cadre de ce business, bon, une bonneterie par exemple, euh, il a des points de vente. Il a des points de vente, une dizaine à Casablanca, pour augmenter le chiffre d'affaires et donc augmenter les charges, etc. Donc, il y a un courant d'affaires. Et donc, cette franchise, elle a une enseigne. Et il se trouve que le point de vente qui se trouve à El Hassani est victime d'une procédure d'éviction. C'est des cas que nous avons vécu, que nous continuons à vivre, Oui. et que le tribunal est embarrassé de trancher ce genre de situation. Et donc, le local de El Hassani, il est loué, je ne sais pas, à 5000 dirhams. Et nous avons un certain nombre de documents, y compris donc, les déclarations fiscales, etc. Oui, Mais mais nous avons elles sont globales. Ils sont consolidés. Hmm. Nous avons un seul bilan pour 10 points de l'ensemble. vente. Oui. Alors, comment faire une pondération et Pour dire évaluer que... la part. Oui. Donc, le commerçant, il vous dit, bon, écoutez, monsieur, c'est le point de vente de l'Hil Hassani qui est le plus important. Toujours. Il me fait 80% du chiffre d'affaires parce que c'est une zone d'achalandise, c'est une zone qui est entourée de ceci, de cela, etc. Et que, on lui demande, on a besoin de preuves quand même. Moi, je veux bien que ce point de vente représente 80% du chiffre d'affaires. Mais quels sont les critères? Est-ce que c'est le nombre de salariés? Est-ce que c'est la superficie? Est-ce que c'est la position géographique? Est-ce que l'emplacement? Est-ce que... Donc, très souvent, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Et donc, le commerçant tire de son côté pour avoir une indemnité importante. L'autre, parce qu'il y a des avocats quand même qui ont leur point de vue, qui défendent, chacun défend son client. Oui. Et donc, le propriétaire des murs... Mais je vois que personne ne défend la musique ce matin. Alors, Ah oui, ça c'est très intéressant. Oui. Ça fait partie du fonds de commerce. Absolument. Et on va essayer de se rattraper comme on peut. Effectivement, après la respiration musicale, ça me permet aussi de rappeler à ceux qui nous écoutent que nous restons ouverts à l'échange, aux interactions. Si vous voulez prendre la parole, on sera à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. Eh bien, nous sommes ce matin, pour ceux qui se joignent à l'émission, avec notre invité Moussa Jloli, qui est expert en fonds de commerce. Nous nous intéressons au fonds de commerce, l'indemnité d'éviction, à l'évaluation des fonds de commerce. Alors, nous avons longuement parlé de l'indemnité d'éviction et nous évoquions, pour poursuivre le raisonnement, des cas un peu plus délicats ou plus difficiles à évaluer. Moussa Jloli, nous en citions un exemple. Effectivement, donc nous avons évoqué le cas des filiales ou des succursales ou des points de vente, donc, où nous avons des difficultés à affecter une partie des résultats ou une partie du chiffre d'affaires à un point de vente, alors que nous avons une déclaration fiscale globale et donc consolidée et qui ne tient pas compte, alors que normalement chaque région, chaque point de vente a une patente. Mais la patente, c'est une taxe locale. C'est une taxe locale, donc ce n'est pas un indicateur suffisamment fiable pour déterminer l'indemnité, voilà, la proportion de l'indemnisation. Et donc, il y a toute une gymnastique qui ne relève pas de la science exacte. Donc, c'est beaucoup de subjectivité de l'expert, parce que c'est lui qui se déplace, c'est lui qui constate, c'est lui... Et maintenant, s'il veut vraiment faire un travail en profondeur... Oui, donc, s'il veut ou s'il doit, je le lis. C'est là le temps, parce que quand même, si vous avez une chaîne de distribution à travers le royaume et vous avez à faire des déplacements à Dakhla, à Ouadnoun, et puis à Agadir, à Tanger, à Marrakech... Je ne suis pas certain que l'indemnité de l'expert couvre l'ensemble de ce travail-là. Donc, elle est nettement supérieure à l'indemnisation. Et donc, parfois, on est devant cette situation, mais ça reste quand même l'expert judiciaire, c'est un auxiliaire de la justice. Donc, il soutient la justice par ses conseils, par sa technicité, etc. Et donc, on n'est pas là pour gagner beaucoup d'argent, mais juste pour couvrir les frais de déplacement
et le temps consacré à une Oui, mais expertise. je ne connais pas de travail gratuit, Moussa, je le Non, dis. non, Je la n'en connais gratuité coûte cher, hein, Oui. parce qu'on fait c'est de la médiocrité. On bâcle un travail parce qu'on est sous-indemnisé ou hein, bon, on rencontre ce genre de situation, Hmm. mais l'un dans l'autre, Non, mais j'entends bien que ce soit des situations rares, mais comment fait-on alors à ce moment-là? En quoi consiste le travail, entre guillemets, minutieux, si on souhaite faire les choses? c'est-à-dire si vous avez par exemple une dizaine de points de vente sur la ville de Casablanca, pour calculer l'indemnité d'éviction pour un seul point de vente. Donc, il faut quand même faire l'effort d'aller voir les Hmm. autres points de vente. Oui, sans quoi je serais tenté de diviser par 10. Voilà, au moins, s'ils sont fermés, Oui. voilà, s'ils sont cachés, s'il n'y a pas un flux de clientèle, etc., si le passage est très compliqué, s'ils ne sont pas... Donc, et puis, donc, vous le dites, parce que vous avez beaucoup d'informations sur le registre Oui. commerce, sur le modèle de J. Oui, d'autant qu'on évoquait tout à l'heure aussi le commerce en ligne. On peut avoir 10 points de vente et la proportion de ventes en ligne peut-être représente la moitié des ventes par rapport à Oui. l'ensemble. Moussa, je Et le le dis. problème, c'est que le commerçant ne vous dira jamais qu'il a 10 points de vente. Il ne vous le dira jamais. Donc, c'est votre expérience qui fait que, d'une façon ou d'une autre, vous allez le découvrir parce que vous êtes censé être spécialiste en la matière. Et donc on a plusieurs éléments de recoupement pour connaître exactement le nombre de points de vente ou le nombre de succursales ou de filiales, Bah, etc., il etc. faut qu'il y ait la disponibilité de l'information au niveau de, oui, bah, Oui, peut-être du paiement des impôts, ceux qui des cherchent taxes trouvent, locales. hein. Oui, Alors toujours. maintenant c'est ça. Le problème, il est plus profond que cela. Si on fait un travail de profondeur, bon, écoutez, vous heurtez au promoteur ou le propriétaire de mur qui vous dit, bon, écoutez, personne ne vous a chargé de faire ce travail. Alors, vous êtes mandaté par la justice pour aller à telle adresse pour faire un travail technique. Point à la ligne. Maintenant, si vous faites un travail d'investigation hors instruction judiciaire, Oui, ça va être bon, considéré comme du zèle. vous n'êtes plus neutre. Eh oui, donc nous avons beaucoup de plaintes dans ce sens. Beaucoup de plaintes au niveau du parquet, au niveau du ministère de la Justice, au niveau des autorités judiciaires, pour dire, bon, Hmm. écoutez, tel expert n'est pas neutre. Oui. Alors, quels sont les autres cas qui sont un peu plus difficiles à évaluer? C'est vrai que, bon, il peut y avoir ce cas de figure qu'on a longuement explicité à l'instant, Moussa Jolly, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, la difficulté qu'un expert pourrait avoir à calculer, à proposer une indemnité d'éviction sont dans le domaine industriel. Alors, dans le domaine, il y a une particularité, c'est que dans l'industrie, vous n'avez pas de bénéfices dans les médias. C'est-à-dire parce que les investissements sont lourds. Si vous avez, je ne sais pas, un investissement dans la zone de Latsar, Bouskoura ou autre, Al-Khiaïta ou ailleurs, vous avez une unité de production de plasturgie, par exemple, ou autre. Alors, vous avez une rentabilité qui commence à apparaître après la 5e année. Et donc, vous n'avez que des pertes. Parce que l'amortissement pèse, c'est une charge. Et donc, c'est une charge, donc elle pèse sur le résultat. Et donc, nous avons un résultat comptable qui est déficitaire, alors que normalement, si vous neutralisez les investissements et les provisions, donc vous vous trouvez un bénéfice. Il faut faire un travail d'analyse financière pour calculer. Ça ne veut pas dire que la société est en faillite. Non, c'est un bénéfice comptable et non pas réel. D'accord? Parce que le matériel est relativement neuf et donc il est en cours d'amortissement. Et donc l'amortissement est calculé par exemple sur 10 ans. Et chaque 10 ans, il y a un dixième de l'investissement qui passe en charge. Et donc plus les charges sont élevées, plus vous n'avez pas de bénéfice ou vous avez zéro bénéfice ou vous avez une perte. Et donc on arrive quand même à neutraliser les charges d'investissement, les charges relatives à
C'est-à-dire à ne à pas les l'amortissement. prendre en considération dans le Voilà, calcul du voilà, bénéfice. et puis faire un travail d'analyse pour proposer quelque chose de cohérent. Oui, sans à- quoi à- il y aura une indemnisation Mais oui, quasiment dérisoire par rapport. Oui, parce que l'indemnité est calculée sur les bénéfices. Et si vous ne voyez que la partie apparente de l'iceberg, donc vous allez quand même faire un rapport qui sera extrêmement défavorable insuffisant, à insuffisant, l'industriel. qui manque d'analyse, qui manque Mm. de propositions objectives, etc. Et donc, c'est un lever de bouclier. Donc, les avocats vont faire leur travail. Comment se fait-il que l'expert Intel n'a pas défini, donc n'a pas arrêté, n'a pas proposé une indemnité d'éviction correcte, sachant que c'est une industrie qui a un chiffre d'affaires des milliards et des milliards, etc. Et donc, c'est un sujet Toujours. qui fait débat et qui fait couler beaucoup d'encre. Parfois, on va jusqu'à l'expertise à 3 experts pour minimiser le risque, mais très souvent, donc on a une chance sur 2 que ça foire. Donc ça, c'est peut-être lié au secteur d'activité. Bon, alors Oui. on a longuement parlé de l'indemnité d'éviction. On va revenir à cette notion de valeur du fonds de commerce, parce que il s'agit parfois d'évaluer la valeur du fonds de commerce pour lever des fonds, pour tout simplement céder des parts, ou que sais-je encore. Alors, si on se place du côté de l'acheteur, Moussa Jelouli, parfois il y a des éléments qui peuvent ne pas être apparents, parfois les dettes, parfois les charges salariales, ou que sais-je. Alors, si je me place du côté de l'acheteur, Moussa Jelouli, et que je souhaite ou que je suis intéressé à l'achat ou à l'acquisition d'un fonds de commerce, est-ce qu'il y a des risques, et si oui, lesquels, relativement à cette valorisation du fonds de commerce à laquelle je serais amené, entre guillemets, que je serais amené tout simplement de faire avant de proposer un montant suffisamment intéressant aux propriétaires du fonds de commerce, Moussa Jelouli? Alors, Badr, moi je crois qu'il faut faire le distinguo entre 2 choses. Entre l'évaluation de l'entreprise et l'évaluation des fonds de commerce. Ce n'est pas la même chose. Alors, quand tu parles des dettes, d'un passif, ce qu'on appelle communément le passif latent, si vous avez des, des dettes, Hmm. des dettes des créances qui sont là, mais qui figurent dans le bilan, est-ce que et pourquoi ça n'a pas été réglé? Des dettes sur la société. Alors maintenant, ça n'a rien à voir avec le fonds de commerce. Le fonds de commerce, il est défini par la loi. Ce n'est pas l'entreprise. Le fonds de commerce, c'est un élément, c'est un actif qui relève des immobilisations. Et donc, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte pour constituer la valeur. Maintenant, dans l'entreprise, il y a l'actif, il y a le passif. Et un des éléments principaux de l'actif, c'est le fonds de commerce. C'est le fonds de commerce. Il est en haut du bilan. Et donc, ce fonds de commerce, au moment de la création de l'entreprise, il n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'on n'avait pas de clients, on n'avait pas de droit au bail. Oui, il est constitué au bout des 2 ans. Donc, à partir... Mais même, parce que nous sommes soumis à des règles quand même qui sont prévues par la loi 88.9, qui régit la comptabilité générale des sociétés, qui fait que on doit garder le prix historique de chaque immobilisation. C'est-à-dire, nous sommes rentrés à 0 dirham de fonds de commerce, on doit garder 0 jusqu'à la cession. Si un jour ou l'autre on décide de céder, de transmettre le fonds de commerce, on est obligé de l'évaluer et de le vendre et garder la société. On peut vendre un élément du fonds de commerce. On peut vendre le droit au bail. On peut vendre la clientèle. On peut vendre la marque. On peut vendre un dessin. On peut vendre un modèle industriel. On peut vendre un brevet. Donc, mais on doit d'abord procéder à l'évaluation de la valeur du fonds de commerce et de chaque élément qui le constitue. Exactement. Alors maintenant, si on est vendeur du droit au bail, donc une fois le droit au bail est vendu, donc c'est un produit, donc ça rentre dans les rentrées de l'entreprise, et après la cession du droit au bail, donc
on doit chercher à aller ailleurs avec la clientèle et tout ce qui s'ensuit. Oui, bien entendu. Il y a un droit à la parole lorsque les auditeurs nous contactent. Nous Ah sommes avec oui, Si Mohamed qui est avec nous au bout du fil. enfin. Bonjour à vous, cher auditeur. Oui, bonjour, c'est Badr. Bonjour Bon. à votre expert, si je le lis. Bonjour, Je vous Mohamed. remercie par rapport à ce débat très intéressant et au choix de la thématique, si bien de la richesse apportée par l'expert concernant le fonds de commerce, qui a abordé pas mal de questions et d'aspects sur le fonds de commerce, en l'occurrence la question des indemnités et maintenant la question de l'évaluation. Moi, je voulais tout simplement, si vous permettez, un petit peu donc aller vers la transmission d'un fonds de commerce. Et ça surtout, et là je rappelle qu'il y a un cadre fiscal incitatif, c'est l'article 161 bis du CJ du Code général des impôts, qui incite l'entrepreneur, ça a été dit donc tout à l'heure par si je le lis, l'entrepreneur, je dirais, commerçant individuel. Donc qui exerce à titre privé, en tant que personne physique, mais pas en tant que personne morale, de transmettre, je dirais, son fonds de commerce, c'est-à-dire de transmettre tout actif, je dis actif aussi bien que son passif, actif et passif. Mais là, si on se limite justement au fonds de commerce en tant qu'actif, je dirais, en tant que bien meuble, il peut le commerçant qui exerce cet titre individuel peut le transférer transmettre dans le cadre d'une structure sociétaire, tout en créant une société SARL ou SARLO ou SAS, et puis transmettre son fonds de commerce pour soit créer une société donc et en contrepartie il aura des parts sociales dans le cadre du capital de la nouvelle société, ou en cas d'une société déjà existante, augmenter le capital par l'apport d'un fonds de commerce et en contrepartie, lui, il aura des parts sociales. Des parts sociales puisqu'il s'agit d'une SARL. Et là, effectivement, la question d'évaluation se pose et l'aspect fiscal se pose et également l'aspect juridique se pose par rapport à justement cette opération. Sur le plan fiscal, l'article 161 bis, il est très incitatif. Ça veut dire qu'il y a, je dirais, un report d'imposition en cas, je dirais, de génération d'une plus-value. Puisque le fonds de commerce ne sera pas apporté avec sa valeur d'origine ou sa valeur comptable, mais sa valeur réelle, sa valeur d'aujourd'hui. Et là, il faudrait une évaluation, il faut pratiquement faire donc recourir à un expert. Et cet expert, ce qui est bien, c'est qu'il y a, je dirais, les quatre yeux. Il y a un commissaire aux apports qui est là, c'est un commissaire aux comptes, et également commissaire aux apports, qui doit également, je dirais, apporter ou, je dirais, valider ou invalider l'expertise. S'il y a une surévaluation, alors là, il doit émettre une réserve. Donc, il apporte, soi-disant, il évalue la pertinence de l'évaluation pour pouvoir pratiquement, je dirais, la transmettre à la société pour qu'il n'y ait pas une surévaluation. En contrepartie, je dirais, l'apporteur aura, je dirais, des parts sociales, je dirais, en survaleur. Ça, c'est très important puisque déjà, il y a l'expert, donc évaluateur, et de l'autre côté, il y a un commissaire aux apports qui a pratiquement le droit de regard pour pouvoir, soi-disant, valider ou invalider ou émettre des réserves sur l'évaluation. Et l'évaluation, si je l'ai dit, il y a l'évaluation par le chiffre d'affaires, ce qu'on appelle l'évaluation des comparables, ça existe, surtout pour les entrepreneurs individuels, les commerçants qui n'ont pas de bilan. Et puis, il y a également l'évaluation par la rentabilité à travers l'OBE, l'excédent brut d'exploitation, puisque c'est ça qui crée la valeur. Et également, surtout pour les entreprises qui commencent l'activité, il y a l'évaluation par les cash flows. Le cas de fonds de commerce, on ne parle pas beaucoup plus de cash flow, surtout c'est des prévisions, mais beaucoup plus c'est le fonds de commerce et je dirais on évalue par le chiffre d'affaires ou carrément par l'OBE, l'excédent brut d'exploitation. Mais tout ça reste
encadré par, je dirais, un cadre réglementaire à travers le commissaire aux apports, c'est ce qu'on appelle le commissaire aux comptes, qui a, en tant que, je dirais, tiers de confiance, d'une part. D'autre part, l'intérêt que présente cette opération, c'est que la personne physique qui exerce à titre privé, il se trouve parfois, je dirais, son patrimoine sera menacé, puisqu'il y a ce qu'on appelle le principe d'inunicité de patrimoine. Et au Maroc, nous avons l'inunicité de patrimoine. Quelqu'un qui exerce à titre privé, son activité professionnelle avec son patrimoine personnel, ils sont confondus. Et si jamais un créancier a des créances sur cette personne, il peut pratiquement le poursuivre mais au niveau de sa villa, de sa, je dirais, de son appartement, sur ses biens personnels. Et là, ça présente un risque pour une personne physique. D'où donc l'intérêt, et c'est pourquoi l'article 161 incite ces entrepreneurs, ces personnes physiques, ces commerçants à se, je dirais, structurer sous forme de société structurée pour pratiquement séparer entre leur patrimoine professionnel et leur patrimoine, je dirais, professionnel. D'où donc l'intérêt pour ces gens-là. Et puis, d'autre part, je voulais parler de fonds de commerce dans le cadre bancaire. Lorsqu'un banquier octroie un crédit à une société où il prend comme garantie, comme sûreté, l'hypothèque sur le bien, l'hypothèque sur les murs, là, automatiquement et systématiquement, il prend également le notissement de fonds de commerce. Pourquoi ? Puisque si jamais l'entreprise tombe, soi-disant, et éprouve des difficultés, et si jamais il veut réaliser l'hypothèque, si le banquier n'a pas, je dirais, pris, le nantissement n'a pas pris au départ, le nantissement de fonds de commerce, s'il veut réaliser justement l'hypothèque, il ne peut pas, puisqu'il y a d'autres créanciers nantis qui peuvent, soi-disant, prétendre le droit en tant que premier rang pour justement, et ça bloque un petit peu la réalisation et la vente je dirais, du bien immobilier. D'où donc le fonds de commerce, il va automatiquement, systématiquement, avec la prise de garantie réelle sous forme d'hypothèque par rapport à un bien. Donc, le banquier prend et les murs et le fonds pour pouvoir pratiquement être sécurisé quelque part et ne pas être, soi-disant, je dirais, se voir partager un petit peu le nantissement de fonds de commerce avec d'autres créanciers nantis. Voilà ce que je voulais donc partager avec vous et je laisse le bon soin à Geldoli de compléter et de pratiquement enrichir le débat. Oui, mais comme vous connaissez notre émission aussi, Mohamed, il est 11h30, bientôt, dans quelques secondes, et Nadalam nous a rejoint. On va faire patienter les auditeurs par rapport effectivement à la réaction, par rapport aussi aux différents points que vous avez évoqués. Ce sera après le flash d'information, la courte respiration musicale. Et ça me permet également de rappeler que nous restons ouverts à l'échange si vous avez aussi d'autres questions ou des avis ou peut-être des ajouts par rapport à la thématique qui nous concerne ce matin. Nous resterons ouverts à l'échange au 05 22 95 36 70 ou 80. De réagir ou de faire entendre à tout le moins une réaction par rapport aux nombreux points qui étaient soulevés par l'auditeur qui nous a contacté. Si Mohamed, tout à l'heure, juste avant le flash d'information, moi je le lis. Oui, bonjour, c'est Mohamed, s'il est toujours à l'écoute. On va réagir sur la réaction. C'est Mohamed. Donc, il soulève deux grandes questions. La première, c'est la transmission des fonds de commerce, ou, pour être plus précis, l'apport d'un fonds de commerce à une structure sociétaire. Et le deuxième point, c'est le traitement des fonds de commerce aux yeux d'un banquier qui est sollicité pour un financement, soit d'investissement, soit d'exploitation. Alors, pour le premier... je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce que Mohamed, il a fait le tour de la question. Effectivement, il y a des incitations fiscales dans le cas du transfert à titre onéreux d'un fonds de commerce propriété d'une personne physique qui souhaiterait en faire un apport à une personne morale. Oui. Morale. Et donc, cette incitation fiscale fait que Mohamed il l'a appelé comme un report d'impôt parce que c'est un transfert. Mais moi je dirais beaucoup plus c'est une espèce de sursis. Donc on transfère un bien, donc ça veut dire qu'il y a des droits d'enregistrement, il y a un impôt qui greffe le profit des fonds de commerce,
Et donc, tout cela, le fisc marocain, donc, en application de l'article 161 bis de la DGI, fait que ce report est fait en sursis de tous ces impôts. Et en contrepartie, nous avons soit des actions, soit des parts sociales dans la personne morale. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Bien sûr, le fisc est très regardant. Oui, quand Donc, il y a vente par la suite. Non, on ne peut pas transférer n'importe comment. Donc, il y a quand même des règles à observer. C'est-à-dire? Il faut évaluer par un tiers technique, un expert métier. D'accord? Et donc, les experts judiciaires en la matière, c'est pas ce qui manque. Donc, nous avons quand même une liste d'experts judiciaires spécialisés dans les fonds de commerce et les opérations commerciales. Et ensuite, une fois l'expert fait son travail d'évaluation, la valeur mathématique du fonds de commerce, ça passe, c'est un autre tiers qui s'appelle le commissaire aux apports, qui n'est autre qu'un expert comptable appelé à faire un travail vis-à-vis du fisc et un travail technique pour apporter ce qui était privé à la personne morale, avec une valeur, bien sûr, avec un traitement comptable, un traitement juridique et un traitement fiscal. Donc tout cela, c'est prévu dans les lois de finances. Oui, mais l'intérêt, Moussa Jlouli. L'intérêt, c'est valoriser. Parce que quand on a un fonds de commerce à titre personnel, bon, comme disait Mohamed tout à l'heure, il y a une confusion entre ce qui est propriété individuelle et propriété de la personne morale. Donc ce sont de l'activité. Voilà. Donc la propriété est distincte. Et donc si vous avez des ennuis à titre personnel, la personne morale n'est pas entachée. Et vice-versa. Oui, mais c'est surtout dans ce sens-là. C'est ça. Donc c'est fait dans ce sens pour valoriser les fonds de commerce, pour en faire donc une valeur ajoutée, pour apporter quelque chose à l'entreprise, pour créer de la richesse, etc., etc. Pour la comptabilisation des opérations. Puisque nous parlons d'imposition, si je souhaite faire une donation par exemple, un tiers, le tiers peut être un ami, il peut être aussi mon fils. Oui. Donc c'est prévu. Est-ce qu'il y a des exonérations par rapport à la possibilité de procéder à une donation en matière de fonds de commerce, Moussa Jlouli? Donc l'exonération n'est pas totale. On peut en faire un transfert à titre gratuit, une donation aumônière ou une donation tout court. Oui. D'accord. Mais il faut l'évaluer toujours. Parce que c'est un acte qui doit être rédigé par un rédacteur d'acte, soit un notaire, soit un édoul, soit un avocat, inscrit à la Cour de cassation. Et donc, ces 3 tiers sont sollicités par le propriétaire d'un fonds de commerce qui veut en faire une donation. Et donc, on est obligé de l'évaluer. L'évaluer, pourquoi? Pour les besoins de l'enregistrement. Tout simplement, il n'y a pas de profit. Je ne vais rien toucher en donnant, et l'autre partie, le bénéficiaire de la donation, ne va rien verser en acceptant la donation. Et donc, nous avons besoin d'une valeur, mais tu vas me dire, mais pourquoi on a besoin de cette valeur? Donc, c'est quelque chose qui m'appartient, et donc, je la transfère comme je veux, et je n'ai pas besoin de l'évaluer. Non. Parce que certains, le fisc peut décider ou peut évaluer qu'il s'agit d'une vente déguisée. Mais si c'est au profit, par exemple de quelqu'un de la famille, un descendant direct, à ce moment-là, c'est autre chose, Moussa Jlouli. Non, entre descendants et ascendants, il n'y a pas de contrôle. Maintenant, pourquoi on a besoin d'une valeur pour l'enregistrement? Pour l'avenir. Parce que si le bénéficiaire de cette donation, dans 10 ans, il souhaite le vendre, il y a un prix d'achat, un prix, je dirais, d'acquisition, entre guillemets, sans valeur, mais avec une valeur d'enregistrement. Donc ça sert pour le fisc pour calculer le profit qui serait dégagé par le bénéficiaire de la donation au moment de la vente future. Au moment de la vente future. Après, effectivement, il y avait un deuxième aspect qui était évoqué. Un deuxième aspect, oui. Donc, Boss Mohamed, ça doit être un banquier redoutable et professionnel. Donc, je crois que
il faut faire le distinguo entre deux choses. Le fonds de commerce constitué par le propriétaire des murs et le fonds de commerce constitué par un locataire des murs. Et donc, dans le cas soulevé par ce Mohamed, donc le propriétaire des murs et des fonds de commerce est la même personne. Et donc, quand il s'adresse au banquier pour lever des fonds, le banquier, par prudence ou par mesure, je dirais, de risque, donc il préfère prendre l'hypothèque sur les murs et le lotissement sur le fonds de commerce. Alors maintenant, quid de la personne qui n'est propriétaire que du fonds de commerce? Donc il a toute la latitude de le donner un lotissement en contrepartie d'un financement, d'une activité, d'un cycle de production. Oui. Mais ce que nous dit Mohamed, c'est que la banque demande aussi d'hypothéquer les murs. S'il est propriétaire des murs. S'il est effectivement. Voilà, c'est le cas. Quoi, oui. Mais pas toujours. Même, c'est pas non plus le cas le plus fréquent, Moussa Jlouli. C'est pas le cas le plus fréquent, mais il y a des abus. Donc les banquiers, malheureusement, abusent. Et donc, à partir du moment où un propriétaire d'un fonds de commerce qui tourne bien, et donc c'est très fragile, hein. C'est une sûreté très fragile, et donc il veut renforcer la sûreté, les garanties. Il fait quoi? Donc il demande un inventaire des biens de la personne qui demande, propriétaire des fonds de commerce, et s'il a une villa ou s'il a une maison secondaire, il la met en hypothèque. Oui, et parfois, la valeur de ce qui est donné en garantie excède de très loin le montant, le montant du financement qu'on va accorder à la personne. Et si la personne a vraiment besoin de ce financement, il n'a pas d'autre choix que d'accepter de donner à hypothèque sa maison, son domicile, d'habitation. Bon, alors on va peut-être, puisqu'il nous reste 6 minutes précisément, alors on m'indique que nous avons possiblement un auditeur. Un mot sur la gérance libre, Moussa Jlouli, puisque effectivement c'est également une possibilité. Bon, on y a consacré dans son ensemble une émission tout entière, et j'invite ceux qui s'y intéressent tout spécifiquement à écouter les podcasts de l'émission. Mais précisément, Moussa Jlouli, il y a également cette possibilité d'opter pour la gérance libre quand on est propriétaire d'un fonds de commerce, Moussa Jlouli. Bon, effectivement, en attendant donc, la question de notre cher auditeur, auditrice, j'en sais rien. Donc le fonds de commerce, c'est un bien meuble qui est cessible et transmissible librement par le propriétaire, mais il peut être donné à gérance, mais à gérance libre. Gérance libre dans le sens où il y a beaucoup de contextes de la gérance libre. Bon, le propriétaire, il peut être un petit peu fatigué sur le plan physique, et donc il n'a plus la force pour continuer à s'en occuper, c'est le plan de l'exploitation, et donc il préfère, au lieu de le vendre, il garde la main et puis il le donne à gérance. C'est un sujet qui donne naissance à beaucoup de conflits. Si on a le temps, on va en toucher un petit mot. Comment on règle les conflits par la médiation ou l'arbitrage vers la fin, au lieu de se retrouver devant la justice qui va nous consommer 2-3 ans avant de régler le problème, alors que le local est fermé ou l'a exploité. C'est-à-dire inclure des clauses compromissoires, de médiation ou d'arbitrage. Alors maintenant, pour revenir à la gérance libre, il faut faire très attention. Il faut observer 3 P. Il faut observer 3 P. Le premier P, c'est la publication. Donc, une fois on décide de donner le fonds de commerce à gérance libre, il faut le publier. Et publier comme quoi c'est un gérant libre qui va remplacer le propriétaire des fonds de commerce. Et donc, il y a des formalités à remplir au niveau du registre central du commerce parce qu'il faut inscrire le gérant libre dans le RC pour que tout le monde sache qu'il y a un gérant libre qui exerce une activité. Après, le deuxième P, c'est la prévention. Alors, la prévention suppose un écrit qui clarifie les conditions, les obligations et droits de tout un chacun. Nous avons beaucoup d'ambiguïté
nous avons beaucoup de contrats types de gérance libre et il y a une confusion totale. Mhm. Il y a le gérant salarié, il y a le gérant qui n'a aucun statut, donc qui est pris comme ça sur un coup de tête pour gérer. Et donc, attention, parce que le fisc est très regardant sur ce genre de situation. Si C'est-à-dire vous ne faites pas les déclarations auprès du fisc dans les 30 jours de la mise à gérance, donc vous risquez beaucoup de choses. Le premier risque, c'est la taxation d'office. S'il n'y a pas de contrat de gérance bien clair qui définit les droits et obligations de chacun, donc il y a ce qu'on appelle une taxation d'office sur le chiffre d'affaires, donc tiré du passé, parce que lui, il a l'information. Et donc, il ne sait pas, en l'absence d'un écrit, si c'est un gérant salarié ou c'est un associé de fait. Et donc, il y a une solidarité. Et donc, le fisc, il prend la meilleure hypothèse qui lui convient pour taxer. Et c'est 30% du chiffre d'affaires. Donc, il fait une taxation d'office sur un chiffre d'affaires forfaitaire. Et sur ce chiffre d'affaires forfaitaire fixé arbitrairement par le fisc, il prend 30% de l'IR. Et vous êtes taxé d'office plus les pénalités de retard et les défauts de déclaration. Donc, il faut faire très, très attention. Maintenant, il y a une autre observation qu'il ne faut pas négliger, c'est la CNSS. Alors, le propriétaire des fonds de commerce, peut-être qu'il avait l'habitude de faire des déclarations de ses salariés. Donc, une fois il donne la gérance, je ne sais pas si les salariés vont rester avec le nouveau gérant libre en attendant la consommation de la période, ou le gérant libre préfère, ce sont des conditions définies par les deux parties, ou procéder au recrutement d'une nouvelle équipe. Voilà, donc il a ses équipes à lui, et donc il n'a qu'à prendre ses salariés, et lui, donc le gérant libre, fait venir ses salariés, auquel cas ce sont des déclarations. Donc il faut déclarer à la CNSS que le commerçant untel, la société untel, a pris en gérance libre le commerce untel, qui se trouve à l'adresse untel et qu'il a 5 salariés, et donc il fait les déclarations. Donc il informe, parce qu'il y a l'inspection de la CNSS, et il y a l'inspection du travail, et il y a l'inspection fiscale. Donc tout cela, il faut être très vigilant. Maintenant, il faut protéger. C'est le 3e P. Il faut et ce sera notre mot de conclusion. Voilà. Protéger qui? Contre quoi? Protéger les fournisseurs, les créanciers et les fournisseurs d'une façon générale. Si vous ne faites pas de publication, si vous ne faites rien du tout, donc sachez que le gérant libre, il peut faire n'importe quoi dans l'affaire. Et puis, s'il n'y a pas de couverture juridique comme la publication, donc il peut prendre des commandes, il peut prendre des crédits, il peut beaucoup de choses, alors que à votre nom. Parce qu'il va être considéré quelque part comme un associé de fait. Et oui, c'est une association de fait, et donc il faut faire très attention. Il faut passer par une bonne rédaction d'un contrat de gérance libre fait par un spécialiste des droits des affaires ou un expert judiciaire spécialisé dans les fonds de commerce pour spécifier exactement les droits et obligations pour ne pas aboutir tout simplement dans les conflits aux tribunaux. Voilà. Autrement, c'est un conflit garanti. Mais ce sera notre mot de conclusion, Moussa Chlouli. Je te remercie pour ta présence avec nous ce matin à l'antenne. La suite des programmes, ce sera d'abord un journal d'actualité qui nous est présenté à midi en langue arabe, et la tranche suivante sera animée par Ahmed Eloua. Quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts.